Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On va conclure sur la partie 4 qui est la partie infrastructure, qui n'est pas liée au pipeline en lui-même, mais c'est pour mettre en place sur son laptop tout ce qu'il faut pour pouvoir élaborer un pipeline, travailler les choses, avoir une petite architecture sur laquelle on peut faire des tests aussi en dehors du pipeline lui-même et avoir quelque chose sous la main très facilement. On a vu donc les différentes installations. Donc lors de la vidéo précédente, on avait installé le GitLab. Notre infrastructure est maintenant celle-ci. Donc on a bien tous nos serveurs qui sont up à côté avec Vagrant. Donc on va pouvoir travailler dessus. Pourquoi je fais une petite vidéo de conclusion, c'est parce qu'en fait j'ai eu plusieurs questions sur des choix techniques, etc. Donc je vais juste y revenir brièvement. Ça va être une vidéo de conclusion sur les discussions autour de ces sujets-là. C'est très intéressant, quoi. Les questions que vous posez sont très intéressantes. Et effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail. Pour moi, l'objectif, c'est avant tout de cette playlist, c'est d'apprendre à faire le pipeline, pas forcément d'apprendre à faire pas forcément de faire une infrastructure digne d'une production, mais plutôt d'avoir une infrastructure de démo. Donc on bypass pas mal de règles de production, pas mal de choses. Ça, je l'avais déjà dit, mais je vais y revenir par le biais de quelques questions, quelques réponses en tout cas. Donc notre infrastructure est la suivante. On a un Jenkins, un GitLab, 3 serveurs qui simulent donc un serveur de dev, de prod et de recettes, un serveur de base de données et une registrie Docker à côté. Donc quand on regarde ce schéma-là, effectivement, on peut poser des questions. D'ailleurs, c'est l'objectif. Et vos questions sont assez intéressantes parce qu'en fait, voilà, il y a des questions, on va dire, plus novices. Donc en fait, pour des personnes qui connaissent un petit peu moins les choses et qui se disent, bah ouais, mais pourquoi on n'a pas fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça, et pourquoi tu as fait ce choix-là, etc. Donc on va essayer d'y revenir. Quelques mots donc entre démo versus prod, j'ai appelé ça comme ça. Première chose, si on voulait vraiment faire de la prod, tout ça ne ressemblerait pas du tout à ça. L'idéal en prod, ça serait donc un Jenkins, notre Jenkins. Si vous vous souvenez, on a installé Ansible, donc en clair, ça veut dire qu'il peut faire du SSH à distance sur les serveurs, donc sur nos 3 serveurs notamment qui sont ici, et sur notre serveur de base de données. Donc l'idéal, notre Jenkins, dans une infrastructure de production, c'est de faire de l'isolation, donc d'avoir des systèmes de VLAN, donc avoir un VLAN de production, un VLAN de développement, un VLAN de recettes éventuellement, peut-être même avoir un VLAN dédié aux bases de données pour n'ouvrir que les flux de bases de données. Et en tout cas, ça veut dire une chose au niveau du Jenkins. Dans l'idéal, il faudrait plutôt avoir un Jenkins au moins de production isolé, puisque celui-ci, le but c'est qu'il ait qui est que lui qui ait le droit de faire du SSH sur les machines de production, donc vraiment que la partie centrale qui est ici, et puis avoir des Jenkins pour gérer les autres types d'environnement. Ça, c'est plutôt une bonne règle, une bonne pratique, on va dire. En matière de dépôt, on peut isoler ou ne pas isoler, donc le GitLab et le registry, on pourrait imaginer les mettre à part, ce qui n'est pas forcément si évident que ça. Ceci dit, voilà, bon, ça peut être des choses qui peuvent se faire également. Après, en production, ce qu'il faudrait aussi, c'est si on installe des packages, il faudrait avoir un serveur de dépôt, tout simplement, pour ne pas que ces machines-là aient accès facilement à l'extérieur, qu'ils puissent se mettre à jour à partir des paquets de notre machine, notre miroir de dépôt, tout simplement. Donc derrière, voilà, il manque pour faire de la production, une isolation réseau. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop, l'objectif c'est ça, c'est de se dire segmenter beaucoup plus les choses et faire en sorte que les flux ne soient pas ouverts entre les différents environnements. Ça, c'est quelque chose d'important. Le Jenkins, donc l'idéal c'est d'avoir un par environnement, et c'est pareil en production. L'idéal c'est d'avoir un Jenkins qui va disposer de slaves, et ces slaves vont pouvoir agir à sa place, ce qui permet, voilà, si vous avez pas mal de microservices, d'éviter des surcharges du Jenkins. Ça permet aussi d'installer un minimum de choses sur le Jenkins principal et d'avoir juste à reconstruire les slaves si vous avez des soucis. Alors en matière de base de données aussi, on m'a évoqué la question de pourquoi ce serait plus facile à configurer avec Ansible. Ben non, ça configurerait mieux avec Ansible
Non plus, parce qu'en fait on n'est pas du tout sur le même ordre de choses. Là je suis sur la mise en place de quelque chose de démo. Si je faisais de la production, effectivement, j'aurais installé, mais à ce moment-là, je ne serais pas passé par Vagrant, je ne serais pas passé par du script bash, je serais effectivement passé par du Ansible pour installer le serveur et le configurer, mais j'aurais une étape de provisioning au-dessus, qui aurait remplacé en gros mon Vagrant. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Moi, ce que je voulais, c'était avoir, en gros, quand je fais mon Vagrant up, ce que je veux, c'est avoir mon infrastructure qui est dispo. Alors, j'avais fait, comme je vous ai indiqué, le choix de ne pas utiliser le module Ansible de Vagrant, parce que ça aurait pas mal complexifié les choses. Donc du coup, voilà, je suis fonctionné par script bash, qui fait très bien l'affaire. Hein. Ansible, ça reste des scripts, ça reste du SSH à distance qui lance des commandes bash ou Python. C'est pas révolutionnaire non plus, quoi. Hein. L'avantage d'Ansible, c'est surtout l'idempotence que ça apporte et des facilités d'utilisation, du descriptif beaucoup plus intéressant. Là, donc, au niveau de la base de données, ça c'était le premier point. Deuxième point, au niveau de la base de données, là, comme je vous l'ai dit, le serveur, on en a un seul qui fait les 3 environnements, et j'ai fait 3 bases de données, une par environnement. Ça, c'est plutôt très mauvais et à bannir vraiment quand vous êtes dans le monde professionnel, on va dire. Là, il vous faut une base de données par environnement impérativement, avec des accès qui sont restreints qu'aux machines de l'environnement en question, donc prod, dev ou stage, pour chacun. Des users et des mots de passe différents pour chaque environnement. Donc PGHBA configuré, listen configuré aussi comme il faut. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai remis ici. Bien sûr aussi, hop là, notre serveur de base de données, il faut inclure de la réplication si on est sur, au moins en production, inclure de la réplication, et en recette également, si on veut faire de la vraie recette, inclure de la réplication. Donc ça veut dire qu'il nous faudrait au total au moins 5 serveurs, 2 en prod, 2 en recette et 1 en dev. Donc vous voyez que déjà ça c'est pas aussi facile que ça. Après, si j'avais une machine plus grosse, c'est pas infaisable, mais voilà. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur Postgres, vous avez la playlist dédiée à Postgres. Alors au passage aussi, c'est pareil, une autre question qu'on m'a posée, très intéressante: pourquoi j'ai pas installé plein de choses sur Docker, sur une seule machine, etc. Parce que en fait, alors même si je veux pas faire un environnement de production, je veux quand même avoir un environnement qui est intéressant à travailler, avec quelque chose qui s'apparente à un cas de figure de production, quoi, on va dire, hein. C'est-à-dire avoir des VM ou avoir des computes ou avoir des machines physiques qui sont un peu identifiées, isolées un petit peu chacune des autres, des unes avec les autres. Donc du coup, paradoxalement, par rapport à tout ce que je viens de dire, ça permet quand même de refléter une certaine réalité, même si voilà, à la limite de ce que je vous ai indiqué précédemment. Et si on mettait tout sur Docker, donc on serait quand même sur des choses déjà assez lourdes. Le GitLab sur Docker, c'est faisable. C'est faisable. Ça se fait même très régulièrement. J'ai fait des vidéos dessus. Hein, vous pouvez les rechercher, vous allez les trouver. Du Jenkins sur Docker aussi, ça se fait très bien. Après, l'inconvénient sur le Jenkins, c'est que vous avez vu, on a installé Ansible. On va installer 2-3 éléments dessus. On va être obligé de faire du Docker in Docker si on fait ça, donc ça rajoute un petit peu de complexité, non pas que ça se fasse pas, mais l'objectif, je vous ai dit, de cette playlist, c'est surtout d'apprendre à faire le pipeline et pas forcément d'apprendre à faire des choses compliquées. Le but est de vulgariser les choses. La registrie Docker, elle est faite sur Docker, très bien. Ici, faire tourner tout ça, donc là on fait tourner sur Docker, mais avec du Docker host isolé. On pourrait effectivement déployer des conteneurs tout sur la même machine. C'est pareil, si on fait tout tourner sur la même machine, on va avoir un problème de gestion de port qui se résout, il n'y a pas de souci, mais ça va rajouter des couches de complexité qui vont venir polluer tout l'apprentissage du pipeline, ce que je veux pas faire. Voilà. Donc le registry GitLab, on peut se poser la question d'isoler les environnements de production ou pas, ça c'est à vous de voir, et c'est pareil, on doit avoir des systèmes de backup mis en place. En ce qui concerne l'application, il y a pas mal de choses
qui sont manquantes dans ce qu'on va faire. Alors on y reviendra dans les vidéos, dans les saisons suivantes, parce qu'on va résoudre des problématiques grâce à ça aussi. Mais là, par exemple, on va déployer l'applicatif. On ne va pas déployer de reverse proxy devant chacun des applicatifs. Or, les applicatifs, c'est quand même de bonnes pratiques de ne pas les taper en direct, mais plutôt de taper sur un reverse proxy. Donc là, ça aurait été intéressant de déployer ça. De la même manière, là, dans un premier temps en tout cas, on va avoir une instance par microservice pour chaque environnement. L'idée, c'est d'en avoir deux, avec un système de load balancing, pourquoi pas un système de mesh. Tout ça, j'en ai déjà un petit peu parlé si vous cherchez au niveau de la chaîne ce qu'est un mesh et de la mise en place. J'ai déjà fait des démos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est des choses qu'on abordera dans les saisons suivantes, mais c'est des sujets qui vont avec. Voilà, donc on en termine vraiment avec cette quatrième partie. Je vous ai fait cette petite conclusion. En tout cas, vos questions étaient très intéressantes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Ça permet, vous voyez, de temps en temps peut-être de faire une vidéo pour centraliser les questions et revenir dessus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pareil, une autre question que j'ai eue, pourquoi j'utilise pas la registry de GitLab? Alors je crois que je l'ai brièvement expliqué, mais je vais le réexpliquer. La registry GitLab, pour moi, elle n'est pas aussi pratique qu'elle le semble. Alors elle est très pratique, on va dire d'un premier regard, parce qu'elle permet de classer les images par projet. Donc c'est-à-dire que si vous avez des projets qui sont vos microservices, vous allez pouvoir avoir un dépôt d'images Docker par projet de microservices. Donc ça, c'est assez cool parce que ça va permettre que vos devs voient les images qui sont à disposition pour chaque microservice, partager ça avec d'autres personnes, etc., imbriquer les choses. Donc ça, c'est super intéressant. Le côté un petit peu moins intéressant de GitLab pour la registry Docker, c'est qu'en fait, si vous avez beaucoup d'images, vous n'allez pas pouvoir les classer par date, par exemple. Donc ça va être pas très pratique. Et du coup, pour faire le clean d'une registry GitLab, c'est pas très évident. Il faut aller chercher des scripts qui sont présents sur le web, développés par des personnes qui sont très bonnes, mais dont on ne connaît pas trop les origines. Donc c'est pas forcément, on n'y va pas forcément avec une grande confiance. Et puis derrière, il faut faire un garbage collector de GitLab, etc. Ce qui n'est pas non plus très funky en termes de disponibilité de machine, etc. Donc du coup, moi j'ai pris le choix, c'est d'isoler la registry Docker. Il y a des outils qui permettent aussi de la manager, cette registry Docker, de lui affecter, d'avoir une meilleure gestion des users et des mots de passe pour la registry Docker, de faire du clean facilement, et puis on sait facilement ce qu'on a à sauvegarder avec la registry Docker, la registry GitLab, vaut mieux faire une sauvegarde globale du GitLab. Donc voilà, c'est un choix, ça marche très bien la registry GitLab, hein. Franchement, après modulo, mon avis personnel, simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, posez vos questions, ça fait vraiment avancer le schmilblick, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.